Voilà, donc nous avons autour de cette table, nous avons un bailleur social, nous avons un assureur, un architecte, un ingénieur constructeur métallique, un directeur qualité sécurité en étanchéité, donc des gens qui sont tout à fait intéressés et passionnés par ce sujet, sinon ils ne seraient pas là. Pour certains, ce sont véritablement des pionniers, mais moi j'ai envie de commencer tout de suite par le côté assurance. Voilà. Parce que là, ça rigole pas. Au départ, ça va cadrer un tout petit peu les choses. On va cadrer. De toute façon, dans votre domaine, vous évoluez aussi. Alors, donc, cher Alexandre Listik, donc, nous avons pris un diplômé de l'école spéciale donc, des travaux publics, ça tombe bien. En même temps, une école supérieure de commerce de Paris. Ça vous donne un directeur technique donc, à la SMA BTP depuis donc, septembre 2021. Donc, bon, peut-être commencer tout de suite pour vous avec votre œil donc assurantiel. Quels sont les enjeux actuels par rapport à ce thème que nous avons donc du réemploi? Très bien, j'ai cru que vous alliez dire le côté obscur. On va commencer par... Mais non, j'ai... Non. Très bien. Très bien. Merci de me donner la parole déjà, hein, Philippe et l'AQC, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, on entend beaucoup le mot assureur quand on parle de réemploi. Et c'est important de préciser quels sont nos enjeux. C'est aussi important que je revienne peut-être sur quelques éléments de contexte. Philippe en a d'ailleurs parlé. On a parlé d'encadrer le risque, on a parlé de normaliser le risque. Le rôle de l'assureur, très clairement, c'est celui-ci, c'est d'essayer de trouver une manière de protéger un système aujourd'hui qui protège la qualité du logement, la qualité des bâtiments au sens large. Je ne vais pas revenir dans trop de notions juridiques sur les techniques courantes et non courantes, mais ce qui rentre dans le champ de la technique courante, c'est ce que qui est automatiquement couvert par le contrat d'assurance. Et ce qui est en technique non courante, comme le réemploi, c'est ce qui doit être préalablement déclaré à son assureur. Alors pourquoi le réemploi a remis sur le devant de la scène l'introduction de nouveaux acteurs et nouveaux circuits de distribution. On l'a vu d'ailleurs dans les quelques extraits qui sont présentés. On a aujourd'hui des BET réemploi, on a aujourd'hui de l'assistance maîtrise d'ouvrage réemploi, et on a des fournisseurs qui étaient autrefois les traditionnels fabricants négociants, qui peuvent être des plateformes de distribution comme on l'a vu Cycle Up. Donc tout ça suppose la mise en place d'un process qui doit être bien défini dès la conception de l'ouvrage et avec l'ensemble de ces acteurs qui doivent être compétents. C'est-à-dire que ce que souvent attendent nos amis, c'est aussi une espèce de coup de tampon de garantie de votre part. Entre autres, mais c'est clair que pour qu'il y ait ce coup de tampon, parce qu'il y en a beaucoup, des coups de tampon, il faut bien sûr que l'assureur soit associé assez tôt dans le projet. On va parler sur les préconisations. Mais notre rôle, c'est aussi de protéger les acteurs qui mettent en œuvre du réemploi, très clairement, ceux qu'on assure. Et on l'a vu, une entreprise aujourd'hui qui veut mettre en œuvre du réemploi, elle doit sécuriser son approvisionnement, sécuriser le stockage vis-à-vis des intempéries. Ça peut être clé, comme l'a rappelé Cycle Up, mais aussi vérifier la qualité des produits. Et vérifier la qualité des produits, on l'a vu, il y a certains types de matériaux où c'est fait depuis des décennies. Et à titre d'exemple, on a bâti un cadre à la SMA BTP pour tout ce qui est monument historique. Donc ça, c'est un cadre qui existe déjà depuis bien longtemps. L'idée, c'est d'essayer de bâtir un même cadre pour le réemploi. Mais on l'a vu sur des matériaux inertes, très sincèrement. Quelqu'un qui vient nous voir aujourd'hui pour dire qu'il va réemployer des éléments inertes comme des baignoires ou des toilettes, il n'y a aucune difficulté à accompagner ce type de démarche. Alors, en ce qui concerne quand même, là vous avez dit tout à l'heure, on a parlé de différentes décennies, justement, la garantie décennale. Qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce que vous attendez aussi de cela pour pouvoir garantir? Parce que donc on a cette fameuse garantie décennale, ça va être quoi la limite de l'affaire? Le champ de la décennale, déjà, il faut peut-être rappeler qu'en France, on a le régime de responsabilité décennale et d'impropriété à destination qui fait énormément d'envieux dans le monde entier. Et il ne faut pas penser que l'assurance, avec ce régime-là, que l'assureur ne favorise pas l'innovation. L'assureur est clairement favorisateur de l'innovation à travers ce régime. Pourquoi? Parce que, dans un premier temps, on a un dispositif qui protège les tiers, comme j'ai dit, qui est l'un des plus larges au monde et qu'on nous envie, mais également, quand on a une innovation, on a nécessairement un besoin de contrôle pour que ces procédés nouveaux, ils rentrent dans le cadre de la technique courante. Et dès lors que ce process, il est bien cadré et normalisé, ça veut dire qu'une innovation qui bascule dans le champ de la technique courante, tous les assureurs du marché, toutes les entreprises, tous les maîtres d'ouvrage n'ont plus besoin de faire quelconque déclaration et on a normalisé une innovation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête pour bien comprendre ce pourquoi les assureurs doivent poser des questions, doivent comprendre. C'est important que l'assureur comprenne dans
dans quelle conception du marché du réemploi, dans quel chantier de réemploi il s'inscrit. Vous vous retrouvez là, dans l'Essential 20, là, sauver la planète, d'accord, mais en attendant, c'est qui sûr, va payer le code sinistre? Bien sûr, ce qu'on veut éviter, c'est l'effet de marque également. Hein. Quand vous avez, si demain on n'encadre pas le réemploi, si la filière se structure pas assez, par exemple, hein, très clairement, qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'il pourrait y avoir beaucoup de sinistralité et qu'on mette vraiment un frein sur le réemploi. Les acteurs disent les maîtres d'ouvrage ne veulent plus de réemploi, les collectivités ne veulent plus de réemploi. Ça peut être aussi un phénomène s'il y a beaucoup de sinistralité. Donc l'objectif, c'est d'essayer de trouver ce cadre normatif qui rassure tout le monde, entreprise, mais qui protège aussi les entreprises qui vont poser, qui protège les maîtres d'ouvrage qui vont passer des commandes, pour que tout le monde puisse bâtir cet écosystème réemploi et trouver des solutions d'assurance sur le marché. Alors, il y a ce qui est garanti, on va dire, par contrat, et puis il y a aussi ce qui est garanti par une déclaration préalable. Donc, dans le domaine du réemploi, qu'est-ce que l'on peut dire? Quelle peut être l'articulation? Il y a des cadres qui peuvent être construits avec certaines entreprises ou des maîtres d'ouvrage selon une typologie de produit. Hein. Mais nous, très clairement, comment on accompagne aujourd'hui le réemploi, c'est au travers du CSTB, notamment le projet Spirou, qui essaye de normaliser par des familles de risques les plus propices au réemploi. Mais encore une fois, c'est posé aussi la question des gisements. On peut normaliser le risque sur des familles propices de réemploi, mais s'il n'y a pas de gisement, ça ne sera jamais utilisé. Donc voilà, il y a beaucoup de pragmatisme aujourd'hui pour avancer sur ces sujets. Hein. Mais ce qu'il faut retenir vis-à-vis de son assureur, la question qui se pose, c'est comment garantir 10 ans un produit dont on ignore bien souvent quelle est déjà sa durée de vie, dans quelles conditions il a été posé, dans quelles normes. Est-ce qu'il est encore à des niveaux de performance attendus aujourd'hui? Il était peut-être au niveau de performance de l'époque, mais peut-être qu'il est plus à ce niveau de performance aujourd'hui. Voilà, exactement. Ouais. Et puis, déconstruire ce produit pour le remettre dans un autre chantier, ça peut poser toutes ces questions de performance acoustique, thermique, mais ça peut aussi être des sujets d'introduction d'autres pathologies, hein, comme on l'a vu, du réemploi de bois, ça peut introduire, et on a déjà des cas de sinistres à évoquer, hein, sur des pathologies d'insectes, de mérules également, on l'a vu. Hein, donc c'est des choses sur lesquelles il faut s'assurer qu'il y ait tout un schéma de réemploi sécurisé autour et des entreprises qui soient bien sûr compétentes, avec la main-d'œuvre compétente pour le poser. Est-ce que les textes techniques vont évoluer? Enfin, c'est en train de peut-être évidemment de se faire, puisque vous l'avez très bien dit avec les normalisations qui sont en cours. Mais qu'est-ce qu'ils disent vos textes techniques par rapport à cela? Aujourd'hui, on a un corpus de textes techniques qui n'intègrent pas le réemploi en leur sein en l'état. Donc c'est pour ça qu'on fait évoluer et qu'on essaie de participer avec le CSTB à tous ces travaux pour essayer de normaliser cette famille de risques de réemploi comme j'ai cité. Je ne sais pas, est-ce que nos amis, même si vous n'êtes pas encore intervenus, est-ce que vous avez envie, donc, les uns les autres, de poser une ou deux questions, notre ami assureur ou, oui, donc on y va. Fred André, on vous passe le... Tenez, on a quelques micros. Et après, donc, on viendra évidemment sur les dominantes de chacun d'entre vous, mais enfin, voilà. Donc, alors Fred André, pardonnez-moi, directeur du projet de réhabilitation chez Domo France, donc bailleur social donc, à Bordeaux. Vous êtes le plus gros, on va dire, bailleur social en région Aquitaine. En effet, mais je voudrais juste faire une remarque. Donc, j'entends ce que vous dites, mais tout à l'heure, on en a discuté. Encore hier, puisque vous êtes notre assureur, et encore hier, avec vos services locaux, on était justement en discussion sur le sujet. Et moi, ce que j'aimerais, si possible, en plus vous êtes un groupe national et assez important, c'est comment vous accompagnez les acteurs aussi locaux sur l'expérience que vous avez déjà menée sur d'autres chantiers ou d'autres opérations, pour les acculturer au sujet, parce que c'est vrai qu'on a eu des interlocuteurs aujourd'hui qui n'ont aucune expérience en réemploi, qui fait que la discussion n'est pas nécessairement facile de prime abord. Enfin, bien sûr, nous on a une société d'expertise qui s'appelle Socabat qui participe à l'accompagnement technique des équipes, hein, mais c'est vrai que ce qu'on disait depuis le début des interventions, il y a 4-5 ans, le réemploi, on n'en parlait vraiment pas beaucoup. Je vais être transparent avec vous aussi, on n'a pas beaucoup de remontées aujourd'hui d'interrogations sur des chantiers de réemploi. Hein. C'est une vraie réalité qu'il faut qu'on arrive à adresser avec l'ensemble des acteurs, hein, que ce soit des bailleurs ou des entreprises. Hein. Mais clairement, cette acculturation, elle se fait à tout niveau et il faut qu'on arrive à travailler ensemble à améliorer ça. Quels sont, si on reboucle dans les messages vraiment importants, quelles sont à la fois vos attentes et, on va dire, et vos espoirs par rapport à ce réemploi? Oui, pardonnez-moi, en tant qu'assureur. Donc, nos espoirs, c'est qu'on arrive à circonscrire les risques. Hein. L'assureur, il est là pour ça, et que le réemploi puisse se généraliser. Ça passera par des
des recommandations professionnelles, des règles professionnelles, et qu'on puisse bâtir ce socle normatif qui permette à tous de savoir comment on peut utiliser un matériel de réemploi, comment le poser sur un chantier en toute sécurité et sans avoir à faire de déclaration préalable à son assureur. C'est ça l'attendu principal clairement, ça sollicite beaucoup les assureurs, ça fait beaucoup de travail d'analyse, mais aujourd'hui, on essaie de le faire du mieux possible pour faire avancer ce sujet-là. Donc, on participe vraiment dans tous ces groupes de travail. On investit aussi et on accompagne les startups et les plateformes du réemploi qui se montent. Tout ça pour montrer qu'on a vraiment envie d'y arriver. Et il y a beaucoup d'acteurs qui sont concernés, qui s'engagent sur ces sujets-là maintenant. Oui. Très fortement. Fred André, reprenez votre. Vous l'avez gardé, donc c'est très bien. Donc maître d'ouvrage, premier, donc je le disais, bailleur social, donc en Aquitaine, 42 000 logements dans votre groupe. Et là, on peut dire qu'effectivement, vous êtes un pionnier. Vous êtes un pionnier parce que ce n'était pas forcément même si évident que ça, donc au sein de Domo France, vous allez nous dire. Mais en fait, si on prend un tout petit peu de recul, ça fait. Enfin, si on regarde un peu l'affaire, ça fait déjà pas loin d'une soixantaine d'années qu'on est un peu sur ces sujets-là. En fait, ce que je dirais, c'est que le réemploi, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, ouais, et qui est encore d'actualité, puisque tout à l'heure, on a vu le reportage sur les monuments historiques, ça ne s'est jamais perdu. Les artisans avec lesquels on travaille nous disent aussi qu'ils font du réemploi depuis très très longtemps. Et aujourd'hui, on a l'impression de réapprendre quelque chose qui en fait, qui s'est jamais perdu. Donc aujourd'hui, la question est de savoir comment collectivement, on remonte en compétence sur le sujet et de manière à faire en sorte qu'on puisse déployer et massifier un peu le sujet, puisque aussi tout à l'heure on l'a montré que la réglementation nous impose aussi un certain nombre d'objectifs. Mais donc, avant de voir concrètement comment vous êtes en train de faire, parce que vous êtes tellement sur un certain nombre de chantiers qui sont tout à fait intéressants, c'est quand on fait un constat sociétal aujourd'hui. Quand on voit ce qui se passe dans le réemploi, là je quitte complètement le domaine du bâtiment, mais au quotidien. Donc ça veut dire que ça commence à mûrir, cette affaire-là. Ben, je dirais que ça commence à mûrir puisqu'on le voit sur d'autres activités, et notamment sur le particulier, puisque s'il y a un site comme Le Bon Coin qui a aussi une telle affluence et un succès, c'est parce qu'il y a effectivement une demande. Je dirais aussi, est-ce qu'il y a encore 10 ou 15 ans, on pensait à aussi se vêtir avec du vêtement d'occasion? Je ne pense pas. Et quand on voit un site comme Vinted ou autre, donc en fait, je dirais aujourd'hui, le bâtiment qui est le plus gros producteur de déchets, pourquoi il ne s'y mettrait pas? Donc voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, le sujet, c'est il faut que l'ensemble des activités économiques puissent à un moment faire qu'on économise la ressource et qu'on évite les extractions de matières premières, mais qu'on puisse revenir à ce qu'on faisait, puisqu'il y a encore 20 ans, 30 ans, on faisait de la réparation de télé, d'électroménager, et ce qu'on a perdu, donc on est en train d'y revenir. Ouais. Non, c'est juste pour le recontextualiser, c'est-à-dire que les uns et les autres, maintenant, effectivement, on est capable d'acheter, on va dire, d'occasion, effectivement, ou d'échanger, etc., et que ça ne nous pose pas forcément de problème du tout. Et donc, ça participe, on va dire de cela, même si ce n'est pas la même chose. Je reviendrai peut-être sur le nombre, sur les familles de matériaux, parce que ça, c'est drôlement important. Mais alors, votre histoire personnelle, quand même. Je disais tout à l'heure, vous étiez un pionnier. Il y a encore quelques années, qu'est-ce qu'on vous racontait? Qu'est-ce qu'on vous disait, vous, Fred? Même au sein de Domo France, quoi. Je dirais au sein de Domo France. Donc, j'ai eu la particularité de piloter le plan de charge des réhabilitations sur 10 ans dans le cadre du plan stratégique de patrimoine. Et on a un volume d'activité quand même assez important, puisque je dirais jusqu'à 2028, on a à peu près sur l'ensemble du patrimoine presque 12 000 logements à réhabiliter et plus de 1 500 logements à construire. Et la question se posait de qu'est-ce qu'on fait de ces ressources qui sont issues de ces projets. Et c'est vrai qu'il y a plus de 4 ans, quand j'ai vu la direction pour leur proposer de travailler sur l'économie circulaire, ça a été un peu, je dirais, bon, bah, si tu veux y aller, vas-y. Et c'était un peu en avance de ce qui s'est passé du Covid et encore plus la guerre en Ukraine, qui a montré qu'il y avait une raréfaction de la matière et une augmentation des coûts, et qui montre qu'aujourd'hui, justement, le sujet devient d'actualité. Donc voilà. C'est-à-dire qu'on vous a un petit peu dit, bon, écoute, si tu as un peu envie de t'amuser, vas-y, il n'y a pas de problème. Et maintenant, effectivement, on vous regarde autrement et on vous prend au sérieux. Donc ça, c'est drôlement bien. C'est le principe des gens qui voient les choses dans les 4 carreaux de la marge et après, vous faites des petits et vous devenez contagieux. Je parlais tout à l'heure de famille de matériaux. Sur quoi on peut travailler lorsque l'on est donc bailleur social et qu'on s'occupe de réhabilitation? Aujourd'hui, on essaie de travailler sur tous les types de matériaux. Donc, pour dire la question du réemploi, on les travaille sur les 3 types d'opérations, donc les déconstructions, réhabilitation et construction neuve.
L'objectif aujourd'hui pour nous, c'est de maximiser les gisements qui sont issus des constructions sur nos propres chantiers de rénovation et de construction neuve. Et par exemple, aujourd'hui, on a un projet où on essaie de pousser le sujet relativement loin, où on a plus de 30 familles de produits identifiés en réemploi. Et en anticipation aussi de la réglementation, comme elle a été évoquée tout à l'heure, ce qui a été demandé aux maîtrises d'œuvre, c'est de travailler sur que tous les matériaux et équipements sur ces bâtiments soient facilement démontables pour les futures interventions d'entretien, de réhabilitation ou de déconstruction future. Tout ça dans une notion de seconde vie des matériaux. Voilà. Qu'est-ce qui nous fait, Chalva? Alors, formation au réemploi, je ne sais pas quoi faire de tous ces déchets. Eh bien, au moins 2 maisons, oui, bien sûr, effectivement. Après, c'est le puzzle qu'il faut remonter. C'est un peu plus complexe, cher Chalvin, mais vous avez raison. Et puis, de toute façon, vous avez le droit absolument de le faire. Donc, je le disais, vous êtes assez aventurier. Là, vous nous parlez des différentes familles de matériaux. Un petit focus sur le gravillon, parce que là, vous avez travaillé là-dessus. Et après, on va voir quelle est l'acceptation aussi des clients. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des gravillons? Là, sur les projets de déconstruction que nous avons en cours, donc on a monté une expérimentation avec l'entreprise Cemex. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur tous nos projets de déconstruction, on fait de la caractérisation de béton. L'idée, c'était que les gravillons, ou en tout cas le béton, ne soit pas directement mis en sous-couche de voirie, mais qu'on puisse les intégrer dans le béton, et notamment en granulats recyclés pour les murs et planchers de nos futurs projets. Et là, sur la déconstruction qu'on a pu faire, on a eu 15 000 tonnes de béton qui ont pu être envoyées sur la plateforme, dont la moitié qui va être mis en type 1 pour refaire du béton, et l'autre moitié pour pouvoir faire de la sous-couche de voirie. Et le deuxième sujet, c'est la récupération de près de 500 tonnes de gravillons de toiture sur lesquels qu'on a pu réintégrer dans du béton bouchardé pour pouvoir faire des circulations extérieures sur nos futurs projets. Donc là aussi, dans une démarche toujours de maximiser le réemploi et de les réintégrer sur les projets futurs. Alors vous avez donc une dizaine de projets qui sont concernés par l'économie circulaire. Donc vous en avez déjà un petit peu parlé. On a de la déconstruction, on a de la réhabilitation. Peut-être qu'on a hier effectivement, peut-être slide, la première. On va pas passer les 3, on va en passer que 2. Si vous avez celle de Fred André. Voilà, donc approche économie circulaire. Donc ça donne un petit peu... l'idée, enfin, vous pouvez nous commenter effectivement cette... Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a un volume de projets assez important, donc forcément qui va générer des gisements. Et ces gisements, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait, au lieu de les envoyer directement en déchetterie comme on le faisait auparavant. Donc il y a du réemploi, mais aussi de la revalorisation. Donc sur les 3 projets de déconstruction aujourd'hui qu'on a réalisés, qui représentent à peu près 200 logements, on a pu valoriser en inerte 100%. Des déchets, et en non inerte, non dangereux, on est autour de 95%. Donc, voilà. Est-ce que vous constatez, est-ce qu'il y a encore des blocages avec les gens avec lesquels vous travaillez, problèmes de formation, etc. En tout cas, le souhait, je dirais, c'est qu'il faudrait que l'ensemble de la filière monte en compétences, à tous les maillons, pas simplement les maîtrises d'œuvre aussi. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, on a déposé le PC sur un des projets. On va faire du réemploi en façade et aller voir l'instructeur de permis pour lui dire on vous dépose un permis, mais on ne vous identifie pas encore le bardage en façade. C'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est toute la chaîne qui doit monter en compétences. L'autre sujet également, c'est comment on rend lisible et visible l'ensemble des gisements à l'ensemble des acteurs pour massifier, puisqu'aujourd'hui, on travaille avec une plateforme qui s'appelle MyOpsicléa, qui nous permet de gérer de manière un peu circulaire l'ensemble des ressources. Et aussi, je pense qu'il faut monter du retour d'expérience collectif de manière à faire converger les expériences de chacun pour essayer de trouver un corpus commun pour un peu travailler sur le sujet. C'est ce qui marche toujours, l'expérience, le retour d'expérience, l'exemplarité, et en général, effectivement, les gens adhèrent ou bien se posent les bonnes questions, mais c'est vraiment cette manière-là, moi je le vois dans plein de domaines. Vous avez commencé à parler des outils, c'est extrêmement important. Je pense qu'on doit avoir peut-être deuxième slide sur les outils, c'était peut-être ça. Regardez, ça va être la pochette surprise. Ouais, économie circulaire, oui, mais oui aussi. Donc là, c'est la plateforme qu'on utilise aujourd'hui, qui nous permet de rentrer les diagnostics PM des ressources. Donc aujourd'hui, on a quand même plus de 2700 logements concernés par des diag ressources, puisqu'on est en avance de la réglementation, puisqu'on a dit tout à l'heure que c'est à partir du 1er juillet.
Donc, ce qui nous permet de caractériser, et ensuite la plateforme nous permet de mettre en face les besoins et en tout cas le stock et les demandes faites par les maîtrises d'œuvre. Aujourd'hui, on a près de 60 personnes qui ont accès à cette plateforme, donc que ce soit nos AMO, les responsables de programme ou les maîtrises d'œuvre et aussi quelques partenaires. Et chacun peut se positionner en disant « je suis intéressé par tel ou tel gisement » et ce qui nous permet ensuite de générer en fait tout l'écosystème de valorisation jusqu'au point final et qui nous permet de sortir des indicateurs, comme vous le voyez en bas, je dirais à gauche. Et là aussi, donc, sur l'ensemble des projets aujourd'hui que nous avons, on a pu caractériser plus de 1000 gisements, dont 200 ont fait l'objet de besoins qui sont recensés, qui vont être intégrés dans les futurs projets, que ce soit les nôtres ou ceux de partenaires. C'est exactement ça. Alors ça, la métaphore, elle est parfaite avec plein de choses que l'on a chez nous. On va d'abord vérifier ce que l'on a effectivement sur place au lieu de commander évidemment autre chose. Sur les différents outils, l'utilisation de cette plateforme numérique extrêmement importante de gestion circulaire, donc des ressources. Les réunions de sensibilisation avec aussi donc, les entreprises de la région. La sensibilisation, elle se fait déjà à l'échelle de l'entreprise, puisqu'on accompagne l'ensemble des responsables de programme pour les sensibiliser à ce sujet. Et effectivement, fin d'année dernière, j'ai réuni l'ensemble, notamment des majors du BTP qui sont sur la région, de manière à commencer à travailler sur le sujet. Et c'était nouveau ou pas quand même pour eux? C'était nouveau ou pas? Parce que les majors, ils connaissent. Elles ne sont pas toutes au même niveau sur le réemploi, mais vous avez des expériences pour certaines déjà en région parisienne, notamment avec le village olympique. Mais en tout cas, à l'échelon local, elles n'ont pas toutes encore mis en œuvre du réemploi. Donc les échanges et les discussions permettent justement de leur dire que la stratégie qui est en cours d'écriture chez nous va devoir imposer dans les cahiers des charges des pourcentages de matériaux en réemploi. Et donc il va falloir qu'elles commencent à travailler sur le sujet pour pouvoir répondre aux futurs appels d'offres. Puis vous avez créé donc un COTEC interne, donc un comité technique, là aussi avec les différents responsables. Vous en avez déjà un petit peu parlé, partage d'expérience, donc là ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il ne faut pas minimiser quand on parle de réemploi, quand on est donc à votre poste, mais surtout minimiser avec les autres? Aujourd'hui, je dirais, si on veut faire du réemploi, il faut le penser très tôt, très en amont, parce que ça demande effectivement pas mal de réflexion, ça prend du temps. Ça demande aussi, côté maîtrise d'œuvre, d'identifier, quand on fait consultation de maîtrise d'œuvre, de demander les bonnes compétences et aussi avoir des objectifs qui soient clairs. Un des sujets importants, c'est la question aussi, tout à l'heure on en a parlé, mais des chantiers tests sur les déposes et de pouvoir identifier ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. La question aussi du stockage, puisque entre le moment de disponibilité des gisements et le moment de mise en œuvre, il peut se passer un certain temps. Donc le transport vers le lieu de stockage, et ça aussi, ça peut être des coûts supplémentaires. Et puis, je dirais, l'élément qui va être important aussi, c'est pour la maîtrise d'œuvre, ou même la maîtrise d'ouvrage, c'est d'avoir aussi une conception qui soit assez souple, qui permette en cours de conception d'intégrer des matériaux, puisqu'on n'a pas nécessairement les gisements disponibles au moment où on y travaille. Donc ça nécessite de pouvoir les intégrer au fur et à mesure, même en phase consultation travaux par l'entreprise qui va les mettre en œuvre. Alors je disais pionnier, quelqu'un de motivé. J'aime bien, là vous me l'aviez dit ça au téléphone, mais ce petit pas de côté, juste en une phrase. Votre moteur au départ, parce que vous êtes aussi président d'une association, là, racontez-nous. Mais oui, mais c'est vrai que ça correspond aussi à notre sujet, quoi. Même si ce n'est pas dans le domaine du bâtiment. C'est pas dans le domaine du bâtiment, mais on est aussi dans le domaine du gaspillage, donc, puisque je suis président d'une association qui s'appelle Servir Local, qui fait le lien entre les petits producteurs et les restaurants et qui fait de l'accompagnement à la transition alimentaire des entreprises et des cantines scolaires dans le cadre de la loi Egalim. Et avec d'autres structures de l'économie sociale et solidaire, on a montré un tiers-lieu autour de l'économie sociale et solidaire aussi, où il y a ma structure, mais il y a aussi une structure qui valorise les biodéchets en compost. On a aussi une structure qui fait, notamment c'est la première d'Europe, qui fait aussi du matériel de surf totalement en éco-conception avec des produits français. Donc voilà, on est 6 structures justement autour des sujets d'économie circulaire. Vous êtes effectivement dans une frugalité heureuse qui va beaucoup plaire à Marc-Olivier Luron en quelque sorte, architecte de son état et qui va prendre le micro. Mais peut-être auparavant, est-ce que vous souhaitez donc les uns les autres poser notre ami des Tendex, nos amis de la métallurgie, enfin de l'acier, est-ce que je ne sais pas, vous poser des questions donc
Oui, juste sur le réemploi, si vous parlez du réemploi sur les monuments historiques tout à l'heure, c'était historique, effectivement, on utilisait toujours les vieilles pierres, on réemployait les vieilles tuiles, les matériaux nobles. C'est vrai qu'on a un savoir-faire sur ces matériaux-là. Quand on passe sur du bâtiment plus courant, du bâtiment d'habitation, c'est que les gisements, effectivement, dans la vidéo, on le voyait bien, ce sont des produits qui sont moins nobles. Et cette fois-ci, on a beaucoup plus de mal à justifier un réemploi sur ces produits-là. Donc c'est la difficulté, elle est là aussi, d'évoluer vers la massification, vers les produits plus courants, d'usage courant. Ouais. Et là, ça veut dire aussi peut-être des mentalités qui vont être différentes, on pourra y revenir. Marc-Olivier Luron, donc architecte, nous allons partir avec vous du côté de Nancy. Enfin non, on va rester ici, c'est vous qui venez effectivement de ce coin de Lorraine, avec les Vosges qui vous sont extrêmement chers, diplômé de l'école d'architecture donc de Nancy en 2000, et puis vous avez rencontré Nadège Bagard, vous avez créé Bagard et Luron Architectes, donc en 2008. Alors déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que vous réalisez? Voilà, donc c'est quoi? C'est essentiellement du public, c'est du neuf, c'est de la réhabilitation, qu'est-ce que vous faites? Alors, bonjour à tous. On fait essentiellement du marché public, tant en neuf qu'en réhabilitation. Et on a une pratique très ancrée dans le développement durable. Donc on favorise en neuf la construction bois. On est très volontariste et on milite dans les filières locales pour les matériaux biosourcés et géosourcés. En particulier, on est signataire donc du mouvement et du manifeste de la frugalité heureuse et créative. Et on participe à un groupe de travail à l'échelle de la Lorraine. Et enfin, bien sûr, dans notre démarche un peu vertueuse et militante, on pratique le réemploi dans nos bâtiments depuis une dizaine d'années, je dirais, à des échelles assez variables. D'accord. Et donc l'état d'esprit quand même en trois phrases de cette frugalité heureuse et créative qui rappelle un peu indirectement évidemment cher à Pierre Rabhi la sobriété heureuse. Enfin, donc c'est quoi? C'est de façon, c'est de faire avec moins de matériaux, c'est ce que l'on disait. On évite le gaspillage là aussi, qu'il soit alimentaire ou bien au niveau des matériaux. On évite le côté extractiviste. Enfin voilà. Oui, alors effectivement, c'est un mouvement qui part d'un manifeste qui a été écrit en 2008. Par trois personnalités, Alain Bornarel qui est un ingénieur près de Bordeaux, Philippe Madec, architecte et urbaniste, et Dominique Gauzin-Muller qui est architecte, chercheuse et journaliste, qui a dirigé entre autres la revue écologique pendant des années. Et donc ils ont écrit ce manifeste, c'était une réaction à l'urgence climatique, à la raréfaction des ressources, également à la pollution. Et donc l'idée, c'est de construire des bâtiments en filière courte, et en étant économe en termes d'énergie, en termes de mécanique aussi, enfin réfléchir sur les systèmes de ventilation par exemple, et en étant également économe en sol, c'est-à-dire avoir vraiment un positionnement par rapport... alors, depuis quelques années, on en parle un peu plus, mais voilà, arrêter l'expansion, préserver les terres agricoles, et voilà. L'artificialisation avec de très jolis tours de passe-passe d'ailleurs en ce qui concerne le ZAN actuellement. C'est un pays de dérogation, la France ne veut jamais s'en souvenir. Alors qu'est-ce que l'on a de beau là? Frugalité, voici le bâtiment le plus vert du monde. Et oui, le bâtiment le plus vert, c'est celui qui n'a pas encore été construit. Oui, évidemment, donc on entend bien. Donc c'est ça, c'est aussi ce que l'on ne consomme pas. La meilleure énergie, c'est celle-là aussi. Marc-Olivier Luron, maintenant on parle de vos expériences. Ça intéresse évidemment nos amis, mais c'est intéressant d'avoir ce petit préambule parce qu'il n'est pas neutre du tout, de même que votre expérience personnelle aussi au sein du monde associatif est tout à fait éclairante. Alors depuis une dizaine d'années, donc ça a été des expériences diverses, je le résumais, et ponctuelles qui ont été menées donc avec des projets de restructuration. Donc vous avez commencé par des petites expériences. 2019, là c'est une expérience totale, avec quand même un client qui était convaincu. Là, c'est la première conception complètement globale. C'était une maison, qu'est-ce que c'était? C'était une restructuration, extension, rénovation d'une maison, oui, pour des particuliers, alors des écologiques purs et durs, plein centre-ville de Nancy, donc avec beaucoup de difficultés aussi d'accès au chantier. Et donc la démarche de réemploi était portée par le maître d'ouvrage, donc c'était beaucoup plus facile, avec trois ambitions, donc effectivement
pallier à quasi l'impossibilité d'approvisionner facilement des matériaux. Avoir une démarche de réemploi et donc vertueuse qui était donc, plutôt une vision bas carbone du projet souhaité par les clients. Et puis également un objectif économique pour eux, c'est-à-dire essayer de construire moins cher. Et donc on a, alors grâce à une maison qui avait déjà été réhabilitée une dizaine d'années d'avant, avec des matériaux de qualité, ça a été évoqué par d'autres interlocuteurs, c'est-à-dire qu'il faut des projets bien construits avec des matériaux le plus nobles possible pour qu'on puisse les déconstruire et les réutiliser. Selon les décennies qu'on regarde, c'est pas toujours la même qualité. Mais là, en l'occurrence, on avait des menuiseries extérieures en bois, on avait des isolations en laine de bois, des cloisonnements en fermacelle. Donc tout a été déposé et on a redessiné le nouveau projet et les extensions avec tous les éléments qui ont été déposés. Et là, nous allons rentrer dans une cour d'école, parce que ça date de 2023. On va regarder donc la première photo. Je crois que c'est une photo, ou bien en tout cas une image pour Marc-Olivier Luron. Et donc là, nous entrons dans la cour d'école. École qui s'appelle Jules Ferry, ce qui tombe bien, c'était quand même un homme de l'Est, Jules Ferry, donc un homme des Vosges. Là, nous sommes à Malzéville. Et donc là, racontez-nous. Donc évidemment, on est sur un marché public. Il y avait la cour. Le préau donc n'existait pas, c'est ça ou... Non, alors oui, j'ai choisi ce projet pour illustrer un peu une démarche de réemploi. La singularité, c'est effectivement un marché public. Et le point très important, c'est que ça touche de la structure. Donc ça ajoute un peu à la difficulté, je dirais. On est arrivé sur ce projet, il y avait une démarche participative de la part des élus, avec les enseignants, les enfants, pour repenser totalement la cour et en particulier la désimperméabiliser. Donc il y a un paysagiste qui travaillait déjà sur ce projet. Et la demande était un préau, donc en ce qui nous concerne, un préau de 150 mètres carrés, avec comme contrainte l'utilisation d'une structure bois et une toiture végétalisée pour participer à la gestion raisonnée des eaux pluviales. Quand on a vu un peu le contexte très favorable des débats, des échanges avec la maîtrise d'ouvrage, comme nous, par ailleurs, on militait déjà pour la filière de réemploi à l'échelle locale et qu'on avait un peu connaissance de certaines ressources, on a proposé que cette structure bois soit en réemploi, avec de la charpente bois de réemploi. Alors là, ça a tiqué, non pas du tout, ils ont accepté tout de suite. Et donc non, ça s'est vraiment inscrit, donc ils nous ont demandé un peu des explications, et ils étaient plutôt favorables puisque ça allait complètement dans la logique du développement durable du projet. Et on leur a proposé du coup de s'adjoindre, qu'ils s'adjoignent à un AMO réemploi, ce qu'ils ont fait, ce qui a permis de les rassurer et puis d'aller un peu plus loin dans la démarche. Donc la phase d'après a été de concevoir, nous, un bâtiment, donc ici un préau, donc un bâtiment assez simple, à partir de la ressource dont on avait connaissance. Donc c'est une conception très singulière sur mesure. Et donc il a fallu également caractériser ces bois. Donc c'est une étape assez complexe. Donc on l'a rempli en 2 temps. J'ai déjà fait venir un charpentier compagnon pour qu'il y ait une caractérisation visuelle. Et je pense qu'il n'y a rien de tel. C'est-à-dire qu'un professionnel qui sait lire un bois et qui sait comment il a vécu. On avait la traçabilité de la provenance. Donc ça avait été déconstruit peu de temps auparavant. C'était des planchers d'une usine dans les Vosges, l'usine Bragard à Épinal. Donc on connaissait totalement la traçabilité du bois. Donc il y a eu cette première caractérisation. Et en parallèle, comme c'était un projet assez novateur, ça intéressait beaucoup toute la filière locale. Donc on a été accompagné par le CRE, donc c'est le Centre de recherche d'architecture et d'ingénierie de l'École d'architecture de Nancy, avec des gens qui font des thèses sur le réemploi et qui sont appuyés sur le CRIT, donc le Centre régional d'innovation d'Épinal, pour faire une caractérisation la plus scientifique des bois. Et donc ils sont venus, là où étaient stockés dans l'entrepôt, ils sont venus avec des méthodes à ultrasons caractériser chaque bois qu'on allait utiliser. Donc ce que l'on voit, c'est des solives de sapin. Enfin, si vous me dites qu'on est dans les Vosges, ça peut être ça. A priori, oui, c'est tout à fait ça, c'est du sapin. Donc on peut éventuellement passer sur la slide suivante. Et donc comme on avait fait rentrer on avait mis la petite graine sur la notion de réemploi,
Et comme l'AMO accompagnait notre maître d'ouvrage, on lui a proposé de poursuivre et donc de faire que l'AMO fasse une démarche de sourcing et pourquoi pas viser un taux de remploi bien supérieur à ce qu'on avait imaginé au départ et de compléter notre conception au fil de l'eau des ressources qui nous étaient proposées. Donc le projet s'est construit comme ça. Donc il a fallu beaucoup échanger avec les interlocuteurs, que ce soit le maître d'ouvrage, le bureau de contrôle, les assureurs. On a également rencontré l'ABF assez tôt. C'est pas facile. Là, on est dans un site qui est un périmètre classé. Donc, comment expliquer à l'ABF qu'on ne sait pas encore, au moment du permis, on n'est pas totalement sûr du matériau qui va faire le bardage ou la verrière. Donc, ça a été très formateur. Donc, ça s'est passé. Ça a été quand même, vous avez réussi à les convaincre, non? Et avec l'ABF, ça s'est étonnamment bien passé. Enfin, étonnamment pas, c'est peut-être pas le bon mot, mais non, c'est bien, c'est un cri du cœur. Oui, avec l'ABF, ça s'est étonnamment bien passé. Donc... non, mais vous voyez, ça s'est très bien passé. En fait, je ne lançais pas innocemment, complètement non plus. Mais enfin, bon, d'accord. C'était une personne plutôt convaincue par la démarche. Il y avait des sujets un peu singuliers, par exemple la verrière. Donc, on a mis en place une verrière au fond du préau, à la fois pour qu'il y ait de la lumière naturelle au fond de l'espace du préau, et puis pour que les fenêtres sous le préau que les pièces derrière continuent à être éclairées normalement. Donc cette verrière, nous, on avait imaginé au départ éventuellement du polycarbonate qui se trouve assez facilement. On s'est rendu compte très vite qu'en réemploi, on n'arrivait pas à garantir la qualité des produits avec du polycarbonate. Pour autant, elle était prête à accepter, alors que c'était totalement proscrit sur ce site, elle était prête à accepter le polycarbonate parce qu'il était vertueux d'un point de vue écologique, zéro en carbone, etc. Donc il a été absolument convaincu. J'ai vu qu'il y avait des palettes. C'était quoi ça? Vous les avez utilisées comment, les palettes? Alors effectivement, les palettes, donc les différentes ressources qui ont été mobilisées, des chutes de palettes d'un fabricant local pour faire la sous-face du préau. Donc on a fait un veligeage pointe de Hongrie. Donc c'est des planches tout simplement fixées de manière ajourée, avec au-dessus une moquette de Forexpo pour avoir une absorption acoustique de qualité sous le préau, qui sont toujours des espaces très très bruyants. Et on a également, dans les singularités un peu du projet, détourné un parquet chêne qui est issu d'une caserne militaire à Montigny-les-Metz pour faire le bardage bois des façades du préau. Voilà, dans les exemples. Mal, quoi. Je suis un pont de bois, je viens d'une caserne militaire et j'arrive dans un préau avec des gamins. Non, mais c'est extraordinaire, l'histoire qui est derrière. Non, ça veut dire qu'il y a des idées, quoi. Il a fallu quand même se dire, avançons, essayons de trouver quand même 3-4 idées nouvelles, détournons un petit peu les choses, parce qu'en fait, c'était ce mot-là que je cherchais. Bon, vous êtes allé au-delà de la structure, en fait. Hein. Oui, du coup, on allait bien au-delà de la structure. Parce qu'au départ, le point de départ, c'était la structure. Alors, la structure, c'est vraiment le sujet le plus complexe dans le cadre du réemploi. Là, en l'occurrence, un bardage, surtout qu'il n'y a pas de locaux derrière, enfin, on est à l'extérieur, il n'y a aucune complexité. Mais comme on l'a vu dans les reportages vidéo en particulier, tout ce qui est second œuvre est assez simple à réemployer, surtout si la filière est structurée et qu'on a bien les fiches de suivi des matériaux. Pour ce qui est structurel, c'est évidemment un peu plus complexe. C'est pour ça que j'avais choisi cet exemple. Bien sûr. Non, alors c'est intéressant parce qu'on n'est pas du tout, on va dire, sur des éléments de catalogue. Vous avez détourné, mais dans le bon sens, donc des matériaux. Alors, dans les choses importantes, dans le retour d'expérience, avant de passer à nos amis, consultez en amont nos assureurs. C'est ce que vous avez fait. Donc, dites-nous un peu la démarche qu'il y a eu. Alors oui, dans les précautions, déjà, il faut que tout le monde soit motivé par la démarche. Oui. C'est-à-dire qu'on emmène. Aujourd'hui, il y a des programmes en marché public qui sortent directement avec le souhait du réemploi. Si ce n'est pas le cas, il faut éventuellement, tel qu'on l'a fait, emmener le maître d'ouvrage s'il est convaincu. Sinon, c'est pas la peine. Et après, tout au long de la démarche, il y a un échange vraiment précis et fin à avoir avec le bureau de contrôle. Là, en l'occurrence, on avait aussi un petit peu aiguillé le maître d'ouvrage sur des bureaux de contrôle sensibles à cette démarche. Donc ça, c'est un point vraiment important. Et ensuite, dans le cadrage, effectivement, dans les pièces écrites, on précisait bien que toutes les entreprises devaient
avoir une attestation de leur assureur comme quoi la démarche était prise en compte et validée par leur assureur, que ça ne pouvait pas être autrement. Et là, le chantier est en train de se terminer. On n'a pas commencé le chantier tant qu'on n'avait pas les attestations des assureurs de chacun des entrepreneurs, parce qu'on ne voulait pas prendre de risques. Et de notre côté, bien sûr, on a fait la démarche également. Alexandre a le sourire, c'est un homme absolument rassuré, donc oui, ça arrive. Dites donc, comment on gère ça si on doit avoir un aléa, comment on fait? On se rend compte, là, paf, sur le chantier, ça c'est arrivé ou pas, ça? Alors oui, forcément, c'est très particulier de faire du réemploi, puisque il y a différents types de réemploi. Si on utilise des cuvettes de WC qui sont comme neuves, il y a peu de chances qu'il y ait des aléas. Dans notre cas, c'était beaucoup plus complexe. Donc d'une part, on a fait une conception un peu adaptée à cette difficulté, c'est-à-dire qu'on a conçu des fermes, une succession de fermes qui ne sont pas visibles. Donc on avait anticipé le fait que tous les assemblages ne seraient pas visibles puisque l'ensemble du préau est habillé. Donc on anticipait un peu d'éventuelles complexités d'assemblage. Et après, il y a la construction des pièces écrites au moment de la consultation, qui est un moment très important. Alors, sans être trop technique, il y a un peu deux méthodes. Il y a soit un lot spécifique réemploi, avec une entreprise qui va porter l'approvisionnement des matériaux et la remise en état des matériaux. Nous, on n'a pas choisi cette version, on a choisi la seconde. On a fait un marché de commandes de matériaux. Donc, le maître d'ouvrage a acquis la ressource. Et après, on a imposé à nos entreprises de répondre avec cette ressource, avec deux colonnes, en fait, une colonne matériaux de réemploi et des variantes en matériaux neufs. Et donc, dès l'appel d'offres, on avait les deux prix. Et donc là, maintenant, à chaque fois admettons, il y a une pièce de bois qui ne convient pas, on passe à la version neuve avec une maîtrise de son coût. Ce qui fait que vous maîtrisez le chiffrage, en quelque sorte. C'est ça. Ça limite les aléas en phase chantier. D'accord. Des questions, si vous le souhaitez, donc tout à l'heure, et pardonnez-nous, parce que c'est vrai qu'on avait envie aussi de vous laisser la parole lors, on va dire, de la première partie, mais c'est vrai qu'on a un peu explosé le temps, même si tout ceci était passionnant, mais ça pouf dans tous les sens. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour avant de continuer, donc, parce que nous avons quand même de belles histoires à se raconter, des histoires métalliques et des histoires d'étanchéité aussi, avec toujours donc ce cap du réemploi. C'est de faire un petit tour. Tenez, la région de Poitiers, on va sur le Crous de Poitiers, et donc usage du réemploi dans cette réalisation que nous regardons en image, mais auparavant réemploi de la charpente. Allô docteur, je vais pouvoir retravailler. Oui, je vais vous donner un traitement antifongique. Et vous serez comme neuf. Donc, pour vos champignons, un bon traitement antifongique. Ce ne sont pas les viticulteurs dans la salle qui vont me dire le contraire. Donc, on y va, on regarde donc du côté de Poitiers ce qui s'est passé avec le Crous. Nous sommes à Poitiers, au restaurant universitaire Champlain, dans un bâtiment dont l'opération était la réhabilitation thermique. La jeunesse sur le réemploi, c'est d'abord une volonté de la maîtrise d'ouvrage, qui est portée par le Crous de Poitiers, et ensuite orchestrée par une maîtrise d'œuvre compétente qui a été choisie aussi par sa volonté de nous accompagner dans ce challenge du réemploi, et aussi des entreprises qui vont réaliser l'ensemble des objectifs qui sont fixés dans les cahiers des charges. Il y a une base solide qui doit être constituée en phase diagnostique, c'est le diagnostic ressources, ce qu'on appelle le diagnostic PEMD, avec le volet ressources qui nous indique quels sont les leviers que l'on peut activer sur le dossier, sur ce projet-là, qu'est-ce qui peut être réemployé en termes de surface, en termes de volume, en termes de poids, en termes de caractéristiques, en termes de dimensionnement. D'abord, les pistes étaient très importantes et nous avons fait le choix, et c'est un choix assumé, de faire du réemploi sur ce qui nous paraissait être le plus facile. Tout ce qui nous paraissait et tout ce qui va dans le champ de la sécurité incendie, la sécurité des personnes, la problématique du calcul thermique, toutes ces choses-là ont été mises de côté et on s'est concentré sur ce qui était possible de faire, j'utilise le mot sciemment, facilement. Quand on est arrivé à 170 tonnes, on se dit que sur un chantier comme celui-ci, la facilité, on la mesure déjà avec des chiffres quand même assez hauts. On a d'abord les gravillons
qui étaient en toiture terrasse que l'on ne réutilise pas puisqu'on est en cool roof avec panneaux photovoltaïques, etc. Donc ces gravillons ont été réutilisés, réemployés sur d'autres sites, hein, sur le territoire, dans la communauté urbaine, pour d'autres maîtres d'ouvrage. Ensuite, il y a les radiateurs que l'on peut trouver ici, qui ont été tous redéposés, tous retraités, repeints, désemboués, remis en place. Il y a aussi les plafonds que l'on retrouve aux 2 étages, que l'on a déposés soigneusement avec des procédés techniques, avec des gants, etc., un stockage, une protection, pour ensuite le réemployer. Nous avons aussi tous les tuyaux de gaz qui ont été déposés, puisqu'on est passé au réseau de chaleur urbain, donc on en a fait des appuis vélos. Pour réussir le challenge, les objectifs du réemploi, il faut avoir un réseau étendu. Pour cela, il faut avoir tout un tas de maîtres d'ouvrage capables de recevoir les matériaux, et puis nous, dans un autre sens aussi, de recevoir sur d'autres chantiers, mais aussi des acteurs extérieurs, des maîtres d'ouvrage comme les associations. C'est comme cela que des menuiseries en PVC ont été réemployés, des espaces frigorifiques ont été réemployés. Donc toutes ces choses-là qui sont des déchets ultimes lorsque l'on les dépose, ont une seconde vie. Il y a un transfert de coûts constaté entre l'achat de matériaux et la main-d'œuvre qui est nécessaire pour faire le réemploi. Une partie pour la dépose soignée, hein, donc il y a une formation à avoir, et puis aussi après la repose ou le reconditionnement derrière. Hein. Donc c'est un transfert entre les deux, mais ça doit rester à constant, c'est l'objectif que l'on a donné, c'est l'objectif qu'on doit se donner aussi pour les prochaines opérations. Le sujet aujourd'hui, c'est comment on massifie le réemploi. Pour ça, il faut des outils, une coordination, une législation. Le gisement, le stockage, la formation, la massification, là aussi, donc tout y est. Encore donc un pionnier, c'est tout à fait intéressant donc de voir ça. Et aussi donc le transfert, on pourra reparler évidemment du prix, c'est aussi extrêmement important. Amor Benmarbi, prenez le... Vous l'avez, c'est formidable. Vous avez le micro. J'ai pensé à vous tout de suite parce qu'en arrivant, je me suis dit, c'est génial parce qu'on est arrivé là où nous avons déjeuné. Il y avait une structure métallique. Pas mal. Donc, directeur de projet de recherche au Centre technique de construction métallique industrielle depuis 2009. Donc, vous avez l'homme de la situation, a été aussi pendant 2 ans au CSTB, hein, en tant qu'ingénieur de recherche postdoc, donc vous les connaissez bien. On a une petite pensée, s'ils nous entendent quand même, à Gustave Eiffel et puis aussi donc à Victor Baltard, qui était bien parce qu'il avait fait les beaux-arts. Donc à la fois, il était architecte d'un côté, puis il était peintre aussi de l'autre. Donc alors, on le connaît évidemment ici quand on est parisien avec les anciennes halles de Baltard. Mais tout ça, c'était donc des gens qui étaient aussi un peu en avance sur leur époque. Qu'est-ce que ça représente, en fait, la filière métallique aujourd'hui? C'est bâtiments industriels avant toute chose? Est-ce que c'est juste pour qu'on ait un peu le décor aujourd'hui de ce que ça donne? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation déjà. Les marchés de la filière métallique sont essentiellement des marchés classiques, hein, les bâtiments industriels qui arrivent en première position, avec un peu plus de 60% du marché, suivi par les bâtiments industriels. Il y aura les bâtiments de bureaux après, on est un peu limité sur le marché de logement, on va dire. Voilà en gros les marchés de l'acier. Donc ça, c'est pour le marché, ça nous remet complètement à niveau. Si ça répond à la question ou pas, je ne sais pas. Non, mais si, non, c'est juste pour avoir absolument un ordre d'idée sur ce que vous faites. Donc 1% de logement, effectivement, et bâtiment industriel, on va dire, qui a la grosse part. Filière qui est extrêmement en avance. Alors, on fait bien la différence entre le réemploi et le recyclage. Alors, sur le recyclage, vous êtes quand même très bon là, dans ce domaine-là. Oui, tout à fait. En fait, la filière est bien inscrite dans l'économie circulaire depuis longtemps. On pratique beaucoup le recyclage des matériaux. Une grande partie des produits de la construction, pour ce que nous concerne la filière métallique, proviennent de la filière recyclage, à plus de 90%. Donc, on est bien ancré dans l'économie circulaire. Les pratiques de réemploi sont un peu plus bas. On est quand même aux alentours de 3 à 4%. Donc, on pratique aussi le réemploi, mais ça reste pour l'instant au cas par cas, comme je pense toutes les filières.
Donc, actuellement, on travaille à l'organisation un peu du marché et surtout à l'élaboration de référentiels techniques qui sont nécessaires pour répondre à la question de tout à l'heure, la massification du réemploi. Je pense que de mon point de vue, il y a deux choses sur lesquelles on doit travailler. Premièrement, les référentiels techniques qui seront reconnus par l'ensemble des acteurs. Puis il y a aussi le marché. Il faut un marché des bateaux d'occasion. S'il n'y a pas de marché, même avec des référentiels, on va rester au cas par cas. Donc on va attendre qu'un bâtiment sera déconstruit pour qu'on puisse utiliser les produits. Donc il faut un marché pour l'occasion parallèle à celui du neuf. Oui. Donc ça, on va voir effectivement ce que vous faites, parce que c'est extrêmement important, le travail sur 3 référentiels. Juste auparavant, de temps en temps, vous assistez à quelques non-sens. C'est-à-dire que vous vous dites, ah bah, ok, on va peut-être pouvoir donc recycler sans problème, c'est-à-dire refondre, on va dire, cet acier. Il va quand même falloir quand même 1000 degrés, quand même, me semble-t-il, peut-être 1200, je ne sais plus combien c'est. Et puis de temps en temps, vous voyez passer des poutrelles, où vous vous dites, mais elle est parfaite celle-là, donc. Oui, il y a des fois des non-sens. On voit par exemple des poutres métalliques en bon état, qu'on est obligé de le mettre dans un four électrique pour sortir de l'autre côté le même produit. Entre-temps, on aura consommé pas mal d'énergie et émis pas mal de CO2. Donc c'est du non-sens en fait. Alors c'est du non-sens, mais qu'est-ce qui bloque là? Enfin, ça a été quoi? Ça a été donc le donneur d'ordre, c'était qui? Enfin... Non, ce qui bloque essentiellement pour le réemploi, je pense que les entreprises qui envisagent le réemploi se posent des questions essentielles. La première question, comment on peut justifier qu'un produit d'occasion a les mêmes performances et la même durabilité qu'un produit neuf? Je pense que c'est la réponse à laquelle tout le monde s'attendait, assureurs et contrôleurs. Et là, quel protocole de requalification utiliser aussi pour justifier de ces performances-là? Et la deuxième question qui se pose, où je peux trouver des produits de réemploi requalifiés? Des produits de réemploi, c'est bien, mais il faut les requalifier aussi. Parce que nous, si on parle de charpente, on est inscrit dans l'additionnel. C'est-à-dire qu'on va construire des bâtiments neufs avec de l'occasion. Il faut que ces produits-là justifient des performances comme celles du neuf et d'une durabilité ou durée de vie résiduelle comme celle du neuf, quoi. Sinon, on ne peut pas avancer. J'espère que ça répond à la question de nos amis les assureurs, quoi. Oui, ça a l'air. Oui, tout à fait. Pas de problème. Travail sur les 3 référentiels, ça c'est extrêmement important. Et c'est là que vous avez effectivement vos slides, un par référentiel. On regarde peut-être le premier, s'il vous plaît. Oui, en fait, on travaille sur le marché déjà avec la mise en place d'une plateforme numérique d'échange de produits métalliques. Elle sera mise en ligne très prochainement. Elle permet en fait la mise en relation entre vendeurs et acheteurs de produits. Associé à la plateforme, nous aurons aussi un réseau d'entreprises relais. C'est le slide suivant. Tout ça, c'est le marché en fait. Ces entreprises sont réparties sur l'ensemble des régions de la métropole. Ils vont surtout assurer la requalification des produits. Ils vont aussi stocker des produits de réemploi et les remettre en vente sur la plateforme. Donc ça, c'est le réseau d'entreprises de la filière qui va assurer cette partie ou la plus grande tâche du marché. On crée en fait un marché parallèle à celui du neuf, avec nos entreprises, avec les entreprises de la filière. Bon, vous parlez des référentiels, c'est le dernier slide. Oui, je pense qu'on a commencé un peu avant les autres filières sur les référentiels. Nous avons le premier sur les éléments de structure métallique qui a été présenté à la CEDP. On espère une publication à l'automne prochain. Et puis, il y aura deux autres sur lesquels on a commencé à travailler, sur les éléments de bardage et sur les éléments de métallerie avec la CSFE, les CSTB, puis aussi l'Union des métalliers. Ça, les deux dernières, il faut s'attendre à une publication peut-être l'année prochaine, quoi. Voilà, donc on est un peu en avance par rapport aux autres filières. On a
m'approprier un peu le sujet rapidement parce qu'on sait de quoi il s'agit. On travaille sur la charpente. Et la charpente, on part sur la décennale. Il faut réellement travailler sur les référentiels. Est-ce que, ce qu'on entend aussi depuis tout à l'heure, c'est peut-être aussi des nouveaux métiers, à moins que ce soit les mêmes, mais avec une formation bien particulière, celui de démonteur. Tout à fait. Parce que là, il faut faire sacrément attention, comme on fait, je ne sais pas, Fred, peut-être aussi chez vous. Oui, c'est des métiers qui vont se développer dans les années à venir. On a l'impression des fois que c'est facile parce qu'on sait monter, donc on saura démonter, mais ce n'est pas le cas. Le démontage doit être bien préparé d'avance, avant l'intervention sur chantier, aussi bien pour assurer la sécurité des intervenants, mais aussi pour avoir des produits déposés en bon état. On a eu l'expérience récemment avec des poutres métalliques en bon état au moment du diagnostic, mais on a perdu 2 au démontage. Ils sont déformés. Donc des choses comme ça, bon, je pense que les entreprises ont les capacités de s'adapter. Elles vont passer au démontage comme au montage rapidement. Le démontage, Marc-Olivier, il n'y a pas eu de souci chez vous. Donc, ce que vous avez observé, je ne sais pas si vous pouviez suivre ces chantiers de démontage de votre caserne avant effectivement de remonter, etc. Alors on a suivi partiellement et puis il y a notre AMO qui pilotait ça. Localement, ça passe aussi beaucoup par des associations qui sont dans l'économie sociale et solidaire et en particulier des associations qui font de la réinsertion sociale. Et donc, par exemple, il y a Réavi à Nancy. Enfin, voilà, on a des associations qui portent maintenant des compétences de déconstruction et de tri sélectif. Ce que je voulais ajouter, ce qui est vraiment important, c'est effectivement au départ, pour moi, il y a une responsabilité forte du maître d'ouvrage. Donc on a parlé du diagnostic qui est un peu la clé. C'est uniquement à partir de 1000 m², mais on peut faire ces diagnostics en dessous de 1000 m². Et si le diagnostic n'a pas été fait, le matériau, quand c'est déconstruit, il est considéré comme déchet. Donc au mieux, il ira dans une filière de recyclage. Le réemploi, c'est pas ça. C'est éviter que le matériau arrive dans la case déchets et partent directement dans une filière de réemploi. Et ce n'est pas du tout la même chose, la même vertu. C'est pas la même philosophie. Manuel alors je ne sais pas, pardonnez-moi, on dit Decotte. Decotte, parfait. Directeur qualité, environnement, sécurité, sûreté et même radioprotection, vous allez comprendre pourquoi, dans la société Etandex. Donc là, on est dans l'étanchéité. Et dans les travaux spéciaux, vous bossez aussi pour les centrales nucléaires, c'est ça? Enfin, dans les centrales nucléaires, oui. Pour les centrales nucléaires, oui. Oui, d'accord. C'est peut-être pas le cœur de l'activité, mais enfin quand même, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Toiture, terrasse, qu'est-ce que vous faites? Tout ce qui est étanchéité. Voilà, ça va être étanchéité à l'air, au gaz, aux effluents. Ok. Les réparations de béton, tout ce qui est étanchéité. Et essentiellement aussi, c'est une petite partie le nucléaire. Le gros d'autres parties, c'est le génie civil, c'est le bâtiment, c'est l'étanchéité des toitures terrasses, c'est la végétalisation, c'est la réhabilitation thermique. Et là, Chalvin pose la question, pourquoi me recycler? Je suis en parfait état, mais les clients n'aiment pas acheter d'occasion. Réemploi ou recyclage du métal. Est-ce que là aussi, vous assistez à ça? Tenez, moi, je rebondis sur la question que nous pose Chalvin. En permanence, oui. On discutait un petit peu. Il y a 2-3 ans, j'ai jeté à peu près 3000 m² de dallettes en gravillon, qui étaient sur ce qu'on appelle les dalles sur plot, qui étaient sur des parvis, sur des grandes esplanades d'un grand bâtiment institutionnel. Je dénonce personne. Et quand on leur a dit, mais pourquoi vous jetez? Non, vous ne réemployez pas, vous jetez, vous ne posez pas de questions. On avait clairement... Alors, c'est pas qu'on avait une volonté du maître d'ouvrage négative, c'est qu'on avait un maître d'œuvre qui était, j'allais dire, très traditionnel, très qu'on fait comme d'habitude. On dépose tout, on jette tout, on remplace par du neuf, on ne se pose pas de questions. Là, on aurait très bien pu, vu l'usage qu'il y avait de ces terrasses qui étaient essentiellement décoratives en plus, les réemployer, on aurait eu un gain énorme et rebasculer l'argent, on aurait pu le rebasculer sur de l'isolation thermique, sur un gain financier, sur des prestations complémentaires, on aurait pu le faire. C'est aussi une chaîne de méconnaissance et d'engagement des maîtres d'ouvrage. C'est un maître d'ouvrage institutionnel qui n'a pas vraiment d'enjeu personnel. Son enjeu, c'est réhabiliter le bâtiment.
je dirais pas un fonctionnaire, c'est Oui. une tâche, il n'a pas d'autres enjeux que ça. Il a un coût, une enveloppe financière. Terminé. Il passe par un économiste qui donne et on est bridé derrière. C'est pour ça que j'ai une question aussi à poser à M. Luron qui m'a interpellé parce qu'il a effectivement la chance, j'allais dire, d'avoir une opération idéale. Alors, juste une petite question au niveau de... On va parler d'un mot qui fâche parce que je viens de l'entreprise, et c'est argent. Le moteur principal, c'est pas la dépense. Dépenser de l'argent, c'est pas spontané chez un entrepreneur. C'est pas inné. Donc nous, c'est plutôt gagner de l'argent. Donc un architecte aussi, un maître d'ouvrage aussi, vous avez du financier à respecter. Il faut vivre. Donc vous, votre maître d'ouvrage, vous avez dû répondre à un appel d'offres, un appel de candidature, je suppose ? Alors non, parce que l'échelle du projet ne le nécessitait pas. C'est un tout petit projet. Voilà, donc c'était une consultation directe, restreinte. Sur restreinte. Donc, et c'était une vraie volonté du maître d'ouvrage de faire du... Non, pas du tout. C'est ce que j'expliquais au début. C'est vraiment nous qui avons porté cette proposition. Mais on l'a fait parce qu'on avait un maître d'ouvrage qu'on a senti très, très ouvert dans une démarche environnementale. Après, je ne suis pas rentré dans le détail, mais il y a eu aussi des ratés. Enfin, ce n'est pas une opération bisounours. Il y a quand même des difficultés au réemploi. Au moment du sourcing, il y a eu des échecs, entre autres la verrière. On devait avoir une verrière de réemploi. Et la grande difficulté, c'est le temps. Il faut beaucoup anticiper, mais voilà, avoir les ressources au bon moment. Et là, on avait trouvé une ressource, mais la déconstruction a subi des aléas. Et donc, on n'avait plus notre verrière dans le timing de notre chantier. Donc, on a dû rester sur une verrière neuve. Et de la même façon, j'en ai pas parlé, mais on faisait de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite sous le préau. On avait prévu un habillage avec des briques de réemploi et la caractérisation n'était pas très précise. Et les briques sont arrivées dans un très mauvais état. Elles étaient encore couvertes de plâtre et de ciment. Et on a dû revoir un peu notre fusil d'épaule. Donc, est-ce que vous avez une idée du coût ou du surcoût, ou est-ce que vous étiez à coût égal par rapport à un projet Alors nous, on a essayé de porter l'idée d'un coût égal vis-à-vis de notre maître d'ouvrage. On ne lui a jamais annoncé que ça serait moins cher. On savait que ça ne serait pas le cas. L'argent est vraiment dans des tuyaux différents. C'est une autre philosophie. Là, la matière première a très, très, très peu coûté. Là, la totalité de nos matériaux de réemploi, donc que ce soit la structure, tous les habillages, sous-face et vêtures, il y en a pour 10 000 € hors taxe. En achat. Alors là je ne compte pas les coûts de déconstruction, puisque ça c'était... Mais la revente de ces matériaux de réemploi donc, au maître d'ouvrage par un marché de fourniture, c'était 10 000 €. Par contre, derrière, effectivement, il y a de la main-d'œuvre, parce que tout est à la petite cuillère, en termes de conception, de dessin de la charpente, d'assemblage, de remise en état des matériaux. Et donc là, il y a un surcoût, mais qui est plutôt sur de la main-d'œuvre qualifiée, qui est plutôt intéressante et locale, plutôt que des matériaux neufs qui ont traversé 3 fois la planète pour arriver sur notre chantier. Quand je vous dis vous avez eu un peu de la chance, parce que vous avez eu aussi la chance de faire ce que j'appelle une planification lourde, d'avoir pris votre temps. Vous avez parlé de planification sur vos achats, sur vos approvisionnements, d'anticiper. Donc le délai, il a dû être plus allongé. Oui, le délai a été plus long, effectivement. On a un maître d'ouvrage qui n'était pas trop pressé, qui était déjà dans une démarche participative en amont avec les parents d'élèves, les enfants. C'est vraiment un projet au très long cours. Ça fait 3 ans. Enfin, en tout, le projet aura duré 3 ans. 2 ans pour notre part construction et encore 1 an préalablement pour la conception de la cour. Oui, donc vous avez eu le temps de faire votre projet, de faire qualifier tous vos matériaux, parce qu'effectivement, on n'a pas vraiment de référentiel, donc vous avez pris le soin d'avoir une vraie démarche d'assurance avec vos entreprises et avec vos... Ça, c'est des choses bien. Tout ça, l'allongement du temps, faire tous les référentiels, c'est quelque chose qui est rare aujourd'hui. Et il faut que ça vienne de la volonté des maîtres d'ouvrage sur ce phénomène-là. Justement, vous en parlez aussi tout à l'heure. Est-ce que vous intégrez aussi cette notion d'allongement de temps aussi dans vos projets ? Moi, ça me va très bien, ne vous inquiétez pas. Il est parfait. Allez-y, Manuel. De toute façon, vous avez dit intervenez, donc aucun souci.
Il est vrai qu'on est aujourd'hui en expérimentation, donc on nous a donné le temps de pouvoir, puisque l'idée aujourd'hui, c'est que nous sommes propriétaires de nos gisements, puisque l'idée, c'est de nos déconstructions. On va intégrer les gisements dans nos futurs projets, donc on a un peu de temps. Mais si on revient aussi sur le sujet du modèle économique, entre guillemets, du réemploi, quand on intègre les gisements dans nos propres projets, bien évidemment, il y a un surcoût de dépose soigné qui arrive. Mais je dirais, tout à l'heure, vous avez vu, on avait 1000 gisements caractérisés, on n'en a utilisé que 200. Tous les autres, le problème, c'est que si on veut faire du réemploi pour aussi des partenaires, le souci qui se pose, c'est que on a pu le faire, mais on a fait du don à des structures de SS. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas les vendre, parce que quand on les vend, de par notre statut juridique, ça devient un peu complexe. Et on devient aussi une structure commerciale, avec aussi notamment apporter une garantie et tout plein de sujets. Donc, ce qui pose aussi la question aussi du réemploi, des gisements qui sont les nôtres et comment on puisse les faire partager à d'autres structures. Et l'autre élément, je dirais, ce qu'on a fait aujourd'hui, on contourne un peu le sujet, c'est que notamment pour les gisements les plus intéressants, et notamment je parlais du béton tout à l'heure, c'est qu'en fait, dans nos consultations, on demande à l'entreprise à quel prix elle nous rachète les gisements. Et en fait, elle nous propose un prix qui vient en déduction du montant du projet. Donc c'est la raison. Donc ça nous permet d'avoir un peu un équilibre économique. Mais c'est vrai que faire du réemploi au regard de l'ensemble des éléments, l'allongement du temps, tout le reconditionnement et autres, il faut pas se dire que ça se fait sans coût supplémentaire. Par contre, on le voit comme c'est quelque chose de nouveau. La première déconstruction qu'on a pu faire, on a pu travailler avec le déconstructeur à coût zéro. Donc c'est aussi possible, mais ça demande du temps. Alors justement, Manuel Decolle, parce que moi je trouve ça génial, parce que comme l'homme est plus pointu que moi, évidemment, au quotidien, sur ces sujets-là, c'est parfait. Je lui ai dit de toute façon, prenez des notes et n'hésitez pas une seconde. Gain économique et gain carbone. Je crois qu'il faut être assez prudent sur cette affaire-là, et vous l'avez quand même un peu observé. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ces gains-là? Il faut être effectivement assez prudent, il faut essayer d'avoir une démarche pragmatique quand on essaye de faire ces choses-là, parce qu'effectivement, j'étais assez effaré récemment dans une commission d'apprendre des fabricants d'isolants, parce que je suis étancheur à la base, et donc dans les matériaux de déconstruction, nous avons les isolants en mousse de plastique, et on se dit, il nous a annoncé fièrement, ouais, c'est recyclé à 90%, plus de 90%. J'ai dit formidable. Mais vous faites quoi avec un produit merveilleux qui s'appelle le CSR? Je ne sais pas si vous connaissez tous le CSR. Moi, je ne le connaissais pas juste avant. Ça s'appelle le combustible solide de réemploi. Joli, joli. Donc ça veut dire qu'on crame, quoi. En fait, ça part dans les cimenteries. Oui, c'est ça. Ouais, comme les pneus. Oui. Le problème, c'est que ça rentre dans le taux recyclé. Ouais. Donc il faut faire bien une nuance entre recyclage, valorisation de matériaux, c'est-à-dire qu'on prend un gravillon, on va le remettre dans du béton, on va le remettre dans une chaussée, et réemploi, qui va être un usage quasi identique. Donc il faut être assez prudent dans ces démarches. Et quand on reprend, et c'est effectivement au niveau du réemploi, les expériences qu'il y a eu, auxquelles j'ai pu assister, au retour d'expériences qui ont été menées, c'est qu'on prenait une menuiserie bois, on l'emmenait dans l'Est, dans une menuiserie, on le remenait, et au final, on avait un produit qui était, sinon à iso-coût, on avait un coût carbone par rapport à un matériau neuf qui était négatif. C'est-à-dire qu'avec le transport, la logistique, le stockage, le gain carbone qu'on pouvait avoir, il était mangé. Donc on économise de la ressource, mais ça dépend de la ressource. Il y a des ressources sur lesquelles on peut économiser et des ressources qui sont beaucoup plus disponibles. Le cuivre, le métal sont des ressources extrêmement énergivores et qui sont limitées. Le sable, c'est une ressource quasi illimitée. Donc il faut faire très attention à ces... Enfin, même non, mais c'est-à-dire effectivement entre ce que j'entends vaguement dans la salle sur le sable aujourd'hui, joli trafic qui vient d'Inde, entre autres, qui vient aussi donc du Maroc, etc.
et que même aujourd'hui en France, vous ne pouvez plus taper évidemment dans le même stock et dans les rivières de la même manière. C'est vrai que le sable, c'est vrai qu'il y a un petit sujet sur le sable. Ce serait celui du Sahara, ce serait très bien, mais il ne marche pas en construction. Donc c'est pas, il n'est pas bon. Ils n'en veulent pas, puis c'est peut-être un petit peu loin quand même. Qu'est-ce que vous avez assisté alors, chez Etendex dans les opérations de réemploi, donc on va dire qui vous tiennent à cœur, où les choses fonctionnent pas mal et qui peuvent vous servir d'exemple. Qu'est-ce que vous avez vu? Ce qui fonctionne pas mal, c'est qu'au sein de la Chambre syndicale française de l'étanchéité et au niveau des normes, on a un DTU, on a une norme de réemploi en fait, de travaux de réhabilitation spécifiques pour les travaux de réhabilitation, donc qui détermine en fait toutes les phases de diagnostic que l'on doit faire sur un ouvrage, sur une toiture, pour pouvoir ou pas réemployer les éléments. C'est vrai que quand on a une toiture de 1000 m² avec un isolant qui est encore bon, une membrane d'étanchéité qui est encore bonne mais qui mérite d'être reconstituée, on peut refaire une mise à niveau de l'isolation thermique du bâtiment en conservant l'ancien isolant et l'ancien système. Donc c'est décrit dans des règles professionnelles, enfin dans des normes. Donc ce sont des choses. Et actuellement, on travaille en ce moment aussi sur le réemploi. J'anime un groupe de travail justement pour que la norme, elle est bien, mais on reste, et ça, on revient sur le problème de l'assurance, c'est quand on a par exemple des dalles sur plot, on reste producteur, on est auto-assureur quand on réutilise un produit. Si ce produit repasse par une plateforme de type CycleUp et autres, c'est la plateforme qui va prendre la responsabilité de la qualité, de la garantie du produit. Donc il y a aussi ce sujet-là. C'est pour ça aussi le sujet de la revente des matériaux. Si on revend les matériaux de construction, on devient producteur de matériaux de construction. C'est un petit peu le sujet aussi. Amor, peut-être. Je ne sais pas, sur la question de la responsabilité, je pense que M. Estengois va répondre à cette question aussi peut-être, mais je pense que la responsabilité, elle revient aux entreprises plutôt. Ce n'est pas les plateformes. Au départ, c'était les fabricants, la première vie, deuxième vie. Je pense que ce sera plutôt les entreprises qui achètent qui sont responsables des produits. Bon, qu'est-ce que peut dire Alexandre aussi sur le sujet? Donc, je partage. Hein, c'est vrai que c'est des nouveaux... on n'est plus de ce que je disais dans le schéma fabricant-négociant classique. Hein, et déjà, c'est compliqué d'avoir un recours aujourd'hui hein, quand il y a un sinistre envers un fabricant. Hein, qui n'est pas forcément assuré ou qui n'a pas forcément des plafonds de garantie suffisants pour rembourser le sinistre. Hein, mais clairement, là, on est plus dans une responsabilité de l'entreprise qui est considérée aujourd'hui dans la jurisprudence comme sachante et qui accepte de poser un matériau qu'elle est censée connaître. Donc, pour moi, le partage de responsabilité, il existe, mais l'entreprise en prend une bonne partie. Hein, quand l'entreprise dépose ses propres matériaux. Oui, mais c'est qui va poser le matériau? En fait, c'est qui va reposer le matériau? Oui. C'est l'entreprise, mais si ça vient d'un gisement tiers, le problème va se poser. Il y a un problème qui va se poser, mais sur ce partage de responsabilité, le sujet n'est pas si simple que ça, hein, très clairement. A priori, non. C'est ce que voilà, c'est ce que dit Alexandre. Okay. Il manque un petit rouage en fait actuellement dans la filière qui est naissante, c'est justement le qualificateur, enfin la personne qui va certifier ces matériaux. Et c'est en train d'arriver, c'est pas encore là. Donc là, aujourd'hui, on travaille avec le bureau de contrôle, on travaille avec les plateformes, mais il y a un nouveau métier, la clé, qui va émerger, je pense. Tout à fait. Non, mais c'est ça, parce que sinon, un bureau de contrôle, qu'est-ce qu'il rassure vous y travaillez C'est la qualification des produits, c'est la certification, la qualification, okay. Voilà. Donc effectivement, c'est pour ça que nous, on travaille au sein de la Chambre syndicale. On a un projet actuellement, on a sélectionné un certain nombre de matériaux, et on travaille sur des fiches avec le CSTB. Donc il y a 2 fiches qui sont financées par la Fédération du bâtiment et une qui est financée par un éco-organisme qui s'appelle Valobat. Donc on va travailler actuellement sur le réemploi des gravillons de toiture terrasse, sur le bardage métallique, donc justement il y a le CTICM aussi qui est partie prenante, et sur les dalles sur plot. Donc justement pour déterminer des fiches spécifiques réemploi. Et notre vœu, en fait, c'est que ça repasse après en recommandation professionnelle, validée par la C2P et par l'AQC. Alors, oui, Fred, je vous en prie. Juste un point, on parlait tout à l'heure d'assurance, mais aussi, en tout cas pour un bailleur ou un propriétaire qui a du patrimoine et qui le garde en gestion, faire du réemploi nécessite aussi d'intégrer la question de l'exploitation. Puisque quand on met du matériau neuf, le cycle de vie du matériau neuf n'est pas le même que celui d'occasion.
Donc ça aussi nécessite une gestion particulière, en tout cas ultérieure à la mise en service du bâtiment, et qu'on accepte aussi de se dire qu'un matériau d'occasion aura une durée de vie moins importante, et donc aussi sur des coûts d'exploitation qui seraient un peu différents par rapport à du matériau neuf. Mais là où on se rejoint, c'est aussi une question de volonté du maître d'ouvrage de participer aussi à toute cette réflexion, et en tout cas à la préservation des ressources naturelles. Non, mais le sujet, il est passionnant, parce que là, il est encore évidemment très ouvert, il n'est pas stabilisé, on le sait bien, d'où l'intérêt effectivement de présenter via l'AQC donc, ce thème du réemploi. Juste encore un petit mot, et après on passe la parole à la salle, Manuel. Oui, juste et simplement aussi dans les travaux qu'on essaye d'initier, et un petit peu ce qui se passe un petit peu dans la profession, c'est que quand on parle aussi de réemploi, on parle aussi de la qualité du réemploi vient de la qualité de la déconstruction aussi. Oui. Donc, la qualité vient de la déconstruction, vient aussi du mode d'assemblage. Donc, il faut qu'on essaye de repenser un petit peu nos modes constructifs, de manière à repenser au désassemblage, dès le départ à la conception du produit ou de l'ouvrage, à sa déconstruction future. Un petit peu ce qu'on fait maintenant dans l'automobile, l'industrie, sur les produits de grande consommation. L'éco-conception, quoi, effectivement. L'éco-conception, tout à fait. Là-dessus, de A à Z. C'est bien. En tout cas, ça inspire beaucoup Chalvin sur cette affaire-là. On vous a tout à l'heure un petit peu frustré sur le questionnement. Là, on peut le faire. Donc, si vous le souhaitez, non, oui, on est OK. Donc, youpi. Donc, on continue. Oui. Attends, pardon, parce que là je me dis, quand tu me fais... Nous, on peut continuer, mais comme... Excusez-moi, là c'est mon coach personnel, excusez-moi, c'est un ami, oui, donc... Ah ben c'est ça, mais bien sûr. Ah ben voilà, d'accord, il faut le dire comme ça. Et là je comprends mieux, parce qu'il y a certains langages que je... Non, juste, on y va, on va essayer de reboucler donc un petit peu les choses. Effectivement, on l'avait noté, les messages de chacun. Allez, on y va, donc avec notre assureur Alexandre. Donc, message essentiel, si on reboucle un tout petit peu les choses, que nos amis donc, repartent aussi. Là, ils ont eu plein d'informations, mais sur le réemploi, pour vous. Réemploi demain, très rapidement, hein, mais il ne faut pas qu'il y ait de doute, hein, les assureurs, ils ont toujours accompagné les évolutions du bâtiment et donc l'innovation. Ça, je pense que c'est vraiment un point clé à retenir. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas avec le réemploi. Le dispositif de la technique courante, il est vraiment protecteur de la qualité des bâtiments. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut absolument que tout le monde ait en tête. Hein. Et les démarches de maîtrise des risques, hein, il y en a plusieurs qui ont été exposées ici, hein, et donc de leur normalisation, ce sont pour moi des étapes indispensables pour automatiser l'acceptation de ces innovations, et notamment du réemploi. Et puis, on a eu plein d'exemples également aujourd'hui. Hein, c'est un sujet qui doit passer par des démarches volontaristes de l'ensemble des acteurs, hein. Bien sûr l'assureur, mais l'assureur en bout de chaîne, mais également le maître d'ouvrage, les BET, les maîtres d'œuvre, les gisements aussi qu'il va falloir trouver pour vraiment avancer sur le sujet du réemploi. Allez, passez-vous le micro, je vous en prie. Marc-Olivier. Alors, en deux mots, je dirais que pour un architecte, déjà, c'est concevoir différemment, y compris avec du neuf. Donc, ça vient d'être évoqué, mais donc maintenant, nous, on privilégie vraiment des filières sèches et des assemblages et des réflexions sur des bâtiments pour qu'ils puissent être déconstruits. Donc ça, c'est pour la partie neuve. Et la partie réemploi, je dirais il faut vraiment la voir aussi comme en tout cas pour du côté archi, comme un moteur de créativité et vraiment quelque chose de très motivant. Voilà. Et que la filière qui est naissante, plus on va la développer, plus on aura accès à la ressource et plus facilement on ira vite. Et donc il faut vraiment aller de l'avant et pousser cette filière pour qu'elle soit facile et accessible à tous. Je passe le micro à mon voisin central, Amand Bernarbi. Quelques mots, s'il vous plaît. Moi, le message de fin, c'est je pense que pour massifier le réemploi, il y a deux choses sur lesquelles on doit travailler. Premièrement, les référentiels reconnus par tous les acteurs. Et deuxièmement, le marché. La disponibilité des produits requalifiés si on veut aller au-delà du cas par cas. Voilà. Manuel Decotte. Oui, alors bon, si on veut vraiment que le réemploi se diffuse aussi largement que possible, il faut que ça soit auprès des entreprises et des maîtres d'ouvrage, il faut que l'impact financier soit aussi maîtrisé que possible. Il faut qu'on essaye d'obtenir, c'est la gageure, c'est tout le sujet du réemploi et de la diffusion. Si on augmente nos coûts, on va avoir un frein énorme. Et donc ça va passer par deux choses. L'incitation des maîtres d'ouvrage, il y aura peut-être une incitation
du gouvernement. On a déjà une imposition via les pourcentages de réemploi par la loi, et le reste, la massification par la volonté des maîtres d'ouvrage et le travail commun. Il faut que tout le monde se mette aussi en ordre de marche pour essayer d'équilibrer cette filière et de la faire tourner, sans oublier aussi les PME. Aussi. Il faut intégrer là-dedans aussi, donc avec la formation, l'intégration de tous ces gens-là. Mais un petit coup de pouce étatique, éventuellement, vous ne seriez pas contre. Un petit coup de pouce gouvernemental qui appuie un rond, enfin bon, s'ils ont encore un peu d'argent. C'est ça, c'est encore un peu d'argent, bien évidemment. Fred André. Moi, en conclusion, je dirais, aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de matériaux qu'on peut mettre en œuvre en termes de réemploi sans nécessairement aller à des problématiques d'assurance, puisqu'il y a déjà plus d'une trentaine de familles. Donc je pense qu'il faut commencer doucement, tranquillement, pour acquérir de l'expérience au fur et à mesure. Il faut que l'ensemble de la filière monte en compétences, et puis en dernier lieu, surtout ce qu'il faut, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, le marché, et que les gisements soient disponibles et visibles par tous pour justement permettre ces échanges. Merci à vous.